Bonjour à toutes et à tous. Dans cette série de vidéos, nous allons faire une aventure dans le domaine de l'électromagnétisme. Nous allons parler spécifiquement du phénomène d'induction électromagnétique. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter le plan de la série de vidéos qui se présente comme suit. La première vidéo sera consacrée à l'historique des phénomènes d'induction magnétique. La deuxième vidéo sera consacrée à la mise en évidence du phénomène d'induction magnétique. Dans la troisième vidéo, nous allons parler de la notion du vecteur surface. La quatrième vidéo traitera de la notion du flux magnétique. Dans la cinquième vidéo, nous allons parler du flux magnétique et du courant induit, la relation qui lie les deux. La sixième vidéo sera consacrée à la loi de Lenz et à la détermination du sens du courant électrique induit. La septième vidéo, quant à elle, traitera de la formule de Faraday, c'est-à-dire la formule de la force électromotrice d'induction. Dans la huitième vidéo, nous allons parler des applications du phénomène d'induction et ce serait déjà la fin de notre série. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première vidéo qui est consacrée à l'historique du phénomène d'induction. Tout a commencé avec le physicien danois Hans Christian Ørsted. Né le 14 août 1777, Christian Ørsted est diplômé de médecine à l'âge de 23 ans en 1800. Il exerce les fonctions comme pharmacien et reconnu comme chimiste physicien. Il a eu la renommée d'être le pionnier de l'électromagnétisme selon la Royal Society. Autre renommée, Ørsted est reconnu comme étant le premier physicien à élaborer un procédé de production de l'aluminium en 1825. Christian Ørsted décède le 9 mars 1851 à l'âge de 73 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début des années 1820, Ørsted enseigna à ses élèves les exploits réalisés par son collègue Alexandre Volta dans la réalisation des piles électriques et les circuits électriques. Alors, au moment où Ørsted réalisait les circuits électriques avec les piles de Volta, une boussole traîne sur sa paillasse. Alors, quand Ørsted ferme le circuit, il constate que la boussole est influencée. Donc, il rapproche de plus près le circuit de la boussole et il reprend encore l'expérience à nouveau. Ørsted constata que quand il ferme l'interrupteur, la boussole est fortement influencée. La direction de la boussole est fortement influencée. Ørsted publia les résultats de cette expérience qui porte jusqu'à présent son nom.
expérience d'Ørsted. Ce fut le début de la noble aventure entre le courant électrique et les électros et les aimants. Alors, nous pouvons reprendre l'expérience d'Ørsted avec du matériel de laboratoire. Le matériel est constitué d'une source de courant continu, d'un interrupteur, la source de courant continu est là, d'un interrupteur, d'une tige métallique. Cette tige-là est en cuivre. Voilà la tige qui est sous-tendue par deux pinces. Nous avons une aiguille aimantée qui est là. Voilà le pôle nord de l'aiguille aimantée. Et des fils de connexion. Voilà qui pour relier le circuit. Autrement dit, nous pouvons schématiser le circuit comme suit. Voilà déjà le générateur, sa bande positive, l'interrupteur, et là je place la tige métallique et l'aiguille aimantée qui est à côté. Alors, nous allons faire l'expérience d'Ørsted de 1800 pour voir ce que ça donne. On ferme l'interrupteur, vous constatez que l'aiguille de la boussole est fortement déviée. Alors, voilà, ça passe de la position horizontale à une position oblique. Donc, si on change les bornes de l'interrupteur, si on change les bornes du générateur de moins, on constate que la direction de la boussole aussi change. La conclusion est très simple. Ørsted a apporté ainsi la première preuve qu'il existe bel et bien un rapport entre l'électricité et le magnétisme. S'il n'y a pas une relation, s'il n'y avait pas une relation entre l'électricité et le magnétisme, à la fermeture de l'interrupteur, rien n'allait se passer. Mais, comme on constate que la boussole change de direction quand on ferme l'interrupteur, alors il existe une relation entre l'électricité et le magnétisme. Voilà, ce fut la plus belle expérience de l'histoire de l'électromagnétisme. Alors, dans cette histoire du phénomène d'induction, ressort aussi le phénomène des électroaimants. En septembre 1820, Ørsted reproduit ses expériences devant la communauté scientifique de l'époque. Dans cette communauté scientifique, il y avait le français André-Marie Ampère. André-Marie Ampère, qui autrefois était mathématicien, fut très enthousiasmé par la présentation brillante d'Ørsted. Il décide alors d'abandonner ses recherches dans le domaine des mathématiques et se consacrer exclusivement à l'analyse du phénomène entre l'électricité et le magnétisme. Marie Ampère démontre par ses expériences qu'un fil parcouru par un courant se comporte comme un aimant. C'est pour cela que le courant traversé par le courant qui traverse le fil se comporte comme un aimant et influence la direction de la boussole. Il prouve alors en 1822 qu'un enroulement de fil que nous appelons aujourd'hui bobine
parcouru par un courant électrique équivaut à un aimant droit. Il invente ainsi la règle dite de bonhomme d'Ampère pour caractériser le champ magnétique de l'aimant créé par le courant à travers un fil ou bien une bobine. Donc on lui reconnaît la règle du bonhomme d'Ampère pour la caractérisation du vecteur champ magnétique P créé par la vie. Ampère avait réalisé une bobine de quelques spires, environ 5 spires. William Sargent, un Américain, apprend les exploits d'Ampère dans le domaine des électroaimants. Sargent passe de quelques spires à 18 spires en 1824 et il arrive même à caractériser les pôles de l'aimant droit formés par la bobine. Après William Sargent, Joseph Henry, du même laboratoire que William Sargent, passe de 18 spires à des centaines de spires. La bobine d'Henry Joseph comporte des centaines de spires. Et le défi pour cette fois-ci, c'est l'intensité du courant. Donc plus le nombre de spires est élevé, plus l'intensité du courant électrique qui doit traverser cette bobine doit être élevée. Avec les bobines d'Henry, avec les électroaimants d'Henry Joseph, nous pouvons soulever déjà à cette époque des barres de fer, des lingots de fer de plusieurs dizaines de kilogrammes. Alors, l'équation devient très claire maintenant. Une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant. Nous pouvons reprendre le phénomène des électroaimants avec du matériel de laboratoire. Le matériel est constitué d'une source de courant, d'un interrupteur et d'une bobine. La bobine est directement reliée à la source de courant. En face de la bobine se trouve un barreau aimanté. Le pôle du barreau coloré en rouge représente son pôle nord et le pôle en blanc représente son pôle sud. Donc, si une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant, il y aura forcément une interaction entre la bobine parcourue par un courant et l'aimant. Alors nous allons faire l'interrupteur pour constater, et vous constatez avec moi que le barreau aimanté est fortement attiré à l'intérieur de la bobine, d'où l'attraction. Nous pouvons déjà prédire que cette face de la bobine est la face sud parce qu'elle a attiré le pôle nord du barreau aimanté. Alors nous pouvons déjà caractériser les deux faces de la bobine, ici la face sud, ici la face nord. Donc cette bobine équivaut déjà à un aimant droit, d'où le pôle nord et le pôle sud. Dans la deuxième expérience,
Nous mettons maintenant le pôle nord du barreau aimanté en face avec en regard avec la face nord de la bobine. Et l'interaction magnétique prévisible d'elle est bien deux pôles de même nature se repoussent, alors nous devons prédire la répulsion. Vérifions par l'expérience si ça marche. Nous fermons l'interrupteur et nous constatons que voilà, la bobine repousse fortement l'aimant. Alors, clair maintenant, une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant. Dans la vie courante, les électroaimants sont utilisés pour la manutention des métaux. Il suffit de fermer l'interrupteur et les bobines qui est dans l'électroaimant se comportent comme un aimant, saisit les métaux et il suffit de couper le circuit et l'aimant disparaît et le fer est largué. Donc nous retenons tout simplement que les électroaimants sont utilisés de nos jours pour le tri et la manutention des métaux. Aller plus loin. Dans les pays les plus développés comme le Japon, les électroaimants sont utilisés pour fabriquer ou concevoir des trains à sustentation magnétique qui fonctionnent uniquement avec les électroaimants et qui permet au train d'être maintenu en sustentation magnétique à quelques centimètres au-dessus des rails et qui peut évoluer, ce train qui peut évoluer jusqu'à 430 km par heure. Voilà un peu quelques applications du phénomène des électroaimants dans la vie. Maintenant, si un courant crée du magnétisme, n'existe-t-il pas un effet inverse? Pour être clair dans la question, nous savons que une bobine parcourue par un courant électrique se comporte comme un aimant. Alors, avec de l'aimant et d'une bobine, pouvons-nous créer du courant électrique? Le phénomène inverse. Ce fut la réflexion de plusieurs scientifiques de l'époque. Plusieurs de laboratoires ont été effectués. Les premiers essais ont consisté à mettre un aimant à l'intérieur d'une bobine, croyant qu'on va détecter un courant permanent à l'aide d'un galvanomètre. Ce fut des milliers d'échecs par plusieurs chercheurs. André-Marie Ampère conçoit deux bobines, toujours dans le domaine de la production du courant électrique. À l'intérieur de la grande bobine se trouve une petite bobine qui est reliée à un galvanomètre. Voilà le galvanomètre. Alors, quand Ampère fait parcourir la grande bobine par un courant électrique, il constate que dans la deuxième bobine apparaît un courant d'influence. Le courant qui apparaît est instantané et non permanent. Ampère abandonne l'expérience car le courant qui se crée est instantané et les résultats étaient incertains. Il a fallu
plusieurs années plus tard que le Britannique Michael Faraday puisse reprendre encore les expériences de Marie-Ampère. Faraday reprend les expériences de Marie-Ampère. Il va plus loin. Faraday réalise maintenant 2 bobines. Et vous voyez déjà sur l'image qu'il y a une bobine primaire que nous allons appeler déjà bobine primaire qui est reliée au générateur. Et ici, nous avons un fer doux circulaire qui oriente les lignes de champ dans la deuxième bobine, celle-ci reliée à un galvanomètre. Michel Faraday constate quand il ouvre l'interrupteur, voilà l'interrupteur ouvert, il apparaît un courant dans le galvanomètre. Le galvanomètre bouge, l'aiguille du galvanomètre bouge. Et quand il ferme, l'aiguille du galvanomètre bouge également. Faraday reprend encore l'expérience, mais cette fois-ci, il met une bobine à l'intérieur d'une grande bobine. Cette bobine, d'accord, la bobine qui est à l'intérieur, qui est reliée à un galvanomètre. Et la grande bobine extérieure est reliée à la pile. Quand on découvre le circuit, il constate qu'un courant d'influence apparaît dans la deuxième bobine intérieure reliée au galvanomètre. Quand il fait l'intérieur, il constate que un courant d'influence apparaît dans le galvanomètre. Faraday assimile simplement la fermeture de l'interrupteur à l'établissement du magnétisme dans la deuxième bobine, ce qui équivaut à un rapprochement d'un aimant à l'intérieur de la deuxième bobine qui est reliée au galvanomètre. Il assimile aussi l'ouverture de l'interrupteur à l'annulation du magnétisme dans la deuxième bobine. Quand on ouvre l'interrupteur, le champ magnétique disparaît dans la deuxième bobine. Il assimile cette expérience à un retrait d'un aimant. Alors, nous pouvons déjà reproduire cette expérience de Faraday avec du matériel de laboratoire. Ce matériel est constitué de 2 bobines. La bobine extérieure, la plus grande, est reliée à un générateur qui ici ne figure pas sur la figure. Et vous constatez avec moi que quand on ferme l'interrupteur, voilà, le courant apparaît dans le galvanomètre. Quand on ouvre, le courant apparaît également. Donc la deuxième bobine qui est liée au galvanomètre est à l'intérieur. Voilà. On va reprendre l'expérience. Voilà. La deuxième bobine reliée au galvanomètre est à l'intérieur de la grande bobine reliée au générateur. Voilà l'expérience de Faraday. Alors, Faraday remplace maintenant la grande bobine reliée au générateur par un aimant droit qu'il insère à l'intérieur de la bobine qui est reliée au galvanomètre. Et il fait les mouvements de va-et-vient du barreau aimanté à l'intérieur de la bobine et il constate que l'aiguille du galvanomètre bouge de manière sinusoïdale. C'est ainsi
que le courant fut créé par Faraday qui porte jusqu'à son nom. Nous pouvons reprendre cette expérience de Faraday avec du matériel de laboratoire de nos jours. Une bobine reliée à un galvanomètre. On prend un aimant et on effectue les mouvements de va-et-vient. Et on constate que l'aiguille du galvanomètre bouge de manière sinusoïdale. Voilà. C'est de cette manière que tout est parti. C'est de cette manière que le courant électrique d'induction fut créé par Faraday. Alors nous remercions beaucoup Faraday pour cette brillante expérience qui nous permet aujourd'hui d'avoir du courant électrique par phénomène d'induction. Alors, c'est la première vidéo là d'abord et nous vous remercions pour votre aimable attention. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ne partez pas. Abonnez-vous sur la deuxième vidéo de la série de vidéos sur l'électromagnétisme. Voilà, ce fut l'histoire de la naissance du courant électrique dans un champ magnétique, de la naissance du courant électrique dans un circuit électrique sans générateur, du courant induit. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas de vous abonner, ça nous fera beaucoup plaisir.